De retour sur Danscussion & Co, on est heureux d'être à choc.ca et c'est parti pour Jérôme Pruneau. Alors, réflexion sur les faits de société, les enjeux, les réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture. Qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Chaque semaine, Jérôme Pruneau décrypte un sujet de son choix dans sa chronique qu'il aime intitulée En eau vive. Et cette semaine, il nous propose pour en finir avec l'appropriation culturelle. Et alors, j'ai hâte d'entendre ça. Tes clés, Jérôme Pruneau, c'est à toi. Merci Maud, je vais accepter l'idée que 7% de ceux qui nous écoutent ne mémorisent pas parce que j'ai pas fait de trou dans mon texte, excuse-moi Alexia, je vais voir ça pendant 15 jours. Alors très chères auditrices et auditeurs de Danscussion & Co, bienvenue à bord de mon kayak pour une descente en rapide qui m'amène aujourd'hui à en finir avec les eaux troublées et parfois nauséabondes du déferlement médiatique qui a eu lieu cet été dans les foulées de Slave et Kanata. Que n'ai-je pas lu comme propos horrifiants et détachés de toute nuance et de sensibilité, loin de toute compréhension du phénomène de l'appropriation culturelle surtout, où bon nombre de plumes ont noirci d'encre des papiers pour peu de choses, si ce n'est pour ajouter quelques huiles sur le feu. Certains ont même largement profité de leur statut de journaliste, et donc d'une tribune, pour enfiler les perles de l'agitation sociale, en criant au loup d'une censure à une quelconque liberté d'expression que par ailleurs nous chérissons tous. Exagéré, je trouve. Ma question aujourd'hui essaiera donc de faire le jour sur cet enjeu désormais inhérent à la création. Pourquoi et en quoi l'appropriation culturelle peut porter atteinte à un groupe social donné et comment peut-on transformer de façon constructive cette appropriation en un échange culturel fructueux et respectueux. J'ajouterai donc ici au débat quelques éléments de réflexion qui, je l'espère, tendront à rendre les choses un peu plus lisibles. La première chose, quand on aborde la question de l'appropriation culturelle, c'est d'accepter l'idée qu'il y a toujours des éléments de contexte social précis en arrière-scène. Ici, au Québec, je pourrais en citer 3 rapidement. Premièrement, l'évidente sous-représentation des artistes dits de la diversité, qui est un élément de contexte. Deuxièmement, l'enjeu autour de ce que l'on montre dans l'espace public et de comment on le montre pour ne pas ficher certains artistes dans cette case de l'autre. Vous savez, cet autre dont on a l'impression qu'il est toujours à côté de nous, mais jamais avec. Comme sur la scène multiculturelle des Franco, sur laquelle on boucle des artistes en musique du monde, comme un Ilham qui fait pourtant du blues, mais qui chante en Wolof, ou un Pierre Quenders à qui on attribue un prix musique du monde alors qu'il fait de la musique électro. Point commun de ces deux artistes, me direz-vous? Eh bien, ils sont noirs. Troisième élément de contexte, et non des moindres, la présence d'un racisme systémique, qu'on le veuille ou non, qui touche toutes les sphères de la société et auquel le milieu culturel n'échappe pas. Voilà pour le contexte. Alors maintenant, si on en vient à l'appropriation culturelle, il faut s'intéresser en premier lieu à la question de l'intention des créateurs, car la mauvaise intention est rare. Et je ne connais pas de créateurs ici à Montréal qui se lèvent un matin et qui se disent « Tiens, je vais faire un spectacle sur les Amérindiens ou sur la communauté afro-américaine juste pour les ridiculiser ou les humilier. » Non, franchement pas. Par contre, même s'il y a une bonne intention de mettre en avant une culture, l'appropriation culturelle peut quand même avoir lieu et blesser une communauté parce que la démarche artistique au-delà de l'intention n'est pas adaptée. Et une démarche inadéquate engendre 3 conséquences directes, sources de blessures. Premièrement, l'invisibilisation ou la substitution au sens où l'on va rendre invisibles les personnes concernées et déjà sous-représentées. Alors on pourrait imaginer une ou deux questions à se poser pour éviter cette conséquence. Par exemple, le projet inclut-il des personnes concernées par l'histoire? Ces personnes sont-elles visibles ou bénéficient-elles de reconnaissance professionnelle, symbolique, en lien avec leur contribution? Si on reprend le cas de Slave, par exemple, ce spectacle était une occasion flagrante d'offrir une tribune et une voix à celles et ceux qui n'en ont que très peu, une opportunité de rendre hommage en faisant rayonner l'objet ou le sujet d'un tel hommage, à savoir spécifiquement la communauté afro-américaine, première victime de l'esclavage, ce qui était loin d'être le cas avec une distribution très blanche, chanteuse principale, metteur en scène et concepteur compris. La deuxième conséquence est celle de la dénaturation et de la dépossession au sens d'une histoire racontée souvent du point de vue majoritaire, où rares sont les occasions pour les groupes minoritaires d'exprimer leur point de vue. En effet, tout artiste crée à partir d'une certaine posture et en puisant dans un répertoire culturel spécifique qui n'est pas le sien, il doit prendre conscience de ce point de vue situé et de l'impact qu'il peut avoir sur la mémoire d'une communauté en créant une œuvre qui parle de cette communauté. Le créateur permet-il, dans ce cas, au point de vue minoritaire de s'exprimer? C'est l'exemple type du livre d'histoire de nos enfants, où le blanc conquérant qui arrive sur les terres de la Nouvelle-France se retrouve toujours sur les images un peu au-dessus des Indiens qui sont assis et lui debout. Autrement dit, la bonne question à se poser serait de savoir comment mon point de vue situé
influence mon narratif. Ce qui renvoie à décoloniser son regard. Mais voilà, cette décolonisation du regard n'est pas simple, notamment à cause de nos biais implicites. Ces fameux biais implicites qui font que des personnes qui ne sont pas hostiles envers certains groupes racisés et qui n'adhèrent pas à une idéologie raciste peuvent tout de même, malgré elles, discriminer ces groupes sans en avoir conscience, tout simplement parce que les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons ont adhéré ouvertement aux idées racistes pendant des siècles et qu'on retrouve aujourd'hui dans nos esprits inconscients des vestiges de ces idées des 17, 18 et 19e siècles. Combattre ces biais, c'est considérer en tant que créateur que nos décisions au quotidien sont guidées par des pensées qui sont certes conscientes, mais aussi par des pensées qui sont justement inconscientes. Sachons-le. Enfin, troisième et dernière conséquence, c'est la question du détournement du profit. Quand des dizaines de boutiques dans le vieux port de Montréal vendent des babioles et autres souvenirs autochtones alors que tout est fabriqué en Chine, nous avons là, sous nos yeux, une conséquence directe et dramatique de l'appropriation culturelle au profit d'une logique marchande et opportuniste. Tous ces articles devraient être interdits par la ville, c'est un appel direct à l'administration Plante, pour laisser place à un art autochtone réel, certifié autochtone. Ici, il faut donc se poser la question, à qui profite l'œuvre ? Capital symbolique, capital culturel et surtout capital économique. Donc, au regard de ces trois conséquences complexes, je vous l'avoue, il est nécessaire de se questionner pour savoir comment mener, avec sensibilité et humilité, et j'insiste sur ces deux mots, une démarche artistique qui viserait à explorer des enjeux ou des expériences qui ne touchent pas directement sa propre personne en tant que créateur ou créatrice. C'est là, à notre avis, l'essentiel, le fait de se concentrer sur la démarche artistique, car c'est la démarche qui va constituer le passage entre une bonne intention et un engagement authentique. De façon très concrète, une démarche intéressante, selon moi, pourrait comprendre 4 étapes. Premièrement, la consultation auprès des personnes concernées qui permet de s'assurer que l'œuvre que je crée est en adéquation culturelle avec leur communauté et leurs valeurs. Deuxièmement, la participation avec la nécessité d'impliquer des personnes des communautés dont on veut parler en amont et tout au long du processus de création pour éviter une représentation de surface comme on peut le voir parfois. Troisièmement, la représentation qui doit assurer une présence de ces communautés pendant le spectacle. Et enfin, quatrièmement, et non des moindres qui me semble intéressant, c'est la transparence qui explique justement la démarche et qui montre le chemin de cette démarche qu'on a choisie. C'est en appliquant ce type de démarche, justement, que l'on pourrait passer de l'appropriation culturelle à l'échange culturel, porteur, selon moi, d'une possibilité de s'ouvrir à un nouveau potentiel créatif. À méditer. Et puis, un petit dernier mot sur la liberté d'expression sans vouloir en limiter une once. Mais une chose apparaît fondamentale, c'est la question de la responsabilité. Lorsqu'un artiste ou une institution bénéficie de financement public, j'insiste, qu'il souhaite aborder des thématiques lourdes de sens et les amener à un large public, il a le devoir de se questionner sur sa posture, sur sa démarche justement, et d'être à l'écoute de ceux avec qui il veut échanger. En cela, la liberté d'expression que l'on chérit tous ne doit pas se transformer en système d'oppression, et l'art justement est une occasion pour certaines communautés de se réapproprier leur héritage dans les termes et les formes qui leur conviennent. Ce qui me rappelle d'ailleurs une petite chanson quand on parle d'attitude à avoir quand on veut échanger avec l'autre. Jamin, I wanna jam in with you. Allez à Jacques Est, à tout bientôt. Merci Jérôme Pruneau, j'aimerais mentionner plusieurs choses. Tu es ethnologue, tu es directeur général de Diversité Artistique Montréal, tu es auteur d'un essai-texte qui mériterait d'être lu, même s'il est écrit en 2014 et 2015, qui pourrait être sans doute réédité et surtout actualisé, malheureusement encore d'actualité. Il est temps de dire les choses et le titre de ce texte. Et enfin, j'aimerais que tu nous invites le 27 novembre. Il me semble qu'il y a une grosse journée qui pourrait intéresser les gens qui ont envie de plonger dans toutes ces questions. Ah, très bonne intervention, Maud, comme toujours. Oui, je vous invite le 27 novembre. Ça se passe à la bibliothèque, à la grande bibliothèque finalement de Montréal, Bibliothèque et Archives nationales. Nous allons dévoiler les résultats de la consultation sur le racisme systémique que nous avons menée
pendant 1 an dans les arts, la culture et les médias. Et je pense qu'il est temps, essentiel, urgent de s'approprier ces questions pour reconnaître les problèmes, les nommer et enfin passer à l'action. Alors, bonne invitation, soyez nombreux. Pour plus d'informations, on peut aller voir le site de Dame ou appeler Dame. Je pense qu'ils sont bien bookés, mais... Les places se partent très vite parce qu'on a une limitation à 280 places, puis il y a déjà plus de la moitié qui sont bookées. Tant mieux. C'est bien. Donc nous, merci Jérôme, merci Robert, merci Alexia, qu'on est bien heureux d'avoir toujours avec nous. On se fait une courte page musicale et on se retrouve pour un sujet sensible et en même temps plein d'espoir. Accident, résilience, les artistes de scène. Alors merci les chroniqueurs, on change de place et petite page